À Marseille, il existe un sésame qui ouvre les portes du paradis. Un modeste abri entre rochers étincelants et criques turquoises, où l'on se sent toujours en vacances, à quelques encablures du centre-ville et de sa bonne mère, le Cabanon. Le Cabanon, c'est un endroit où les gens se retrouvent après la pêche pour partager un repas, pour profiter de la plage, de faire la sieste, écouter le bruit de la mer. C'est le partage. Ces cabanons, à l'origine simples abris pour pêcheurs, racontent l'âme populaire de la cité phocéenne. Témoins de l'industrialisation des calanques et de l'arrivée des congés payés, ils ont suivi le développement de Marseille, une ville si tentaculaire qu'il est possible d'y partir en week-end en changeant simplement de quartier. Agrandis, régularisés et transmis de génération en génération, ils sont parfois même devenus des maisons habitées toute l'année et incarnent toujours un certain art de vivre. Le petit port des Goudes, au bout d'une route sinueuse où les collines se jettent dans la mer, est surnommé par les Marseillais le bout du monde. L'enchevêtrement de cabanons colorés, lovés au fond de leurs calanques, confère au lieu des airs de village isolés. Pourtant, les Goudes font partie du 8e arrondissement de Marseille. Bon, les Goudes, c'est depuis toujours un petit village de pêcheurs entre la mer et la montagne. À l'époque, les gens vivaient de tout ce qu'on trouve à la mer, du poisson, des crustacés. La Méditerranée était beaucoup plus riche que maintenant. La pêche ancienne, c'était la madrague. C'était un filet pour capturer les thons. Sous l'Ancien Régime, à côté de cette pêche réservée aux riches notables, les artisans locaux pratiquent une petite pêche côtière acheminée jusqu'au marché du centre-ville. Au fil du temps, les pêcheurs construisent dans les calanques des abris pour entreposer leur matériel et passer la nuit. Ces constructions sommaires préfigurent les cabanons qui vont se développer dans les calanques à partir du 19e siècle. Il y a plein de verdure, hein, chez vous, c'est bien ça, fait ça. On essaye d'agrémenter. Ah mais c'est très bien, c'est très bien. Puis les voitures ne viennent pas, voilà. C'est royal. Les premiers cabanons, c'était un peu comme dans la montagne, c'est-à-dire c'était fait avec des pierres, mises une au-dessus de l'autre, et au-dessus, c'était ni des éborites ni des tuiles, c'était des planches. L'architecture des Goudes est fidèle à ces cabanons parce que, premièrement, il n'y a aucun vide sanitaire. Donc, le cabanon est construit à même le sol. Donc, il y a les remontées, bien entendu, d'humidité. Et surtout, les pierres sont scellées entre elles avec du sable de la plage. Donc, c'est un sable qui est salé. Et même, il y a des cabanons qui ont été faits avec de la chaux, du sable et même de l'eau de la mer. Bon, ben, on le faisait comme ça, et puis voilà, ça tenait, quoi. Les Goudes deviennent au 19e siècle un important port de pêche. Aujourd'hui, les pêcheurs professionnels se comptent sur les doigts d'une main, mais la pratique reste une grande passion chez les Goudois. Les puristes possèdent encore les bateaux traditionnels en bois. La barquette et le cabanon vont tout à fait ensemble et tous les gens qui avaient un cabanon avaient une barquette. La particularité de la barquette, c'est qu'elle soit pointue des deux côtés. Ce qui avait l'avantage de pouvoir aller vers l'avant ou vers l'arrière. Et pour la petite pêche, c'est-à-dire les oursins, les violets, les poulpes, les sols, tout ça, on pouvait pêcher par l'arrière. Une petite pêche, consommée parfois directement à l'arrière du bateau. Des plaisirs simples, en communion avec la nature, qui ont façonné l'histoire de ces calanques, aujourd'hui classées parc national. Au cours du 19e siècle,
ces abris de pêcheurs vont peu à peu être investis par les ouvriers. Les espaces de nature préservés deviennent une zone de relégation des industries les plus polluantes. À l'époque, Marseille embrasse pleinement la révolution industrielle et s'impose comme l'un des plus grands ports commerciaux au monde. Des faubourgs industriels se créent aux périphéries de la ville, à l'image du port de Montredon, à quelques kilomètres des Goudes. Jusque-là entièrement tourné vers la pêche, ce village au sud de la ville connaît une véritable métamorphose. Il y a vraiment une volonté au XIXe siècle d'éloigner les industries du centre-ville, de leur offrir aussi des cadres où elles peuvent travailler, puisque là on est en bord de mer, donc les bateaux peuvent accoster, apporter les matières premières dans les usines, et notamment la Madrague Montredon, qui dispose déjà d'un petit port, va commencer au cours du 19e à vraiment s'urbaniser. On va avoir une verrerie, on va avoir une usine de plomb qui se transformera en usine de tartre. On va avoir d'autres usines tout le long de la côte qui vont s'installer et qui vont produire des matériaux donc, qui vont être assez nocifs. Pas moins de 12 usines sont alors installées dans les calanques. Pour répondre aux besoins en main-d'œuvre de ces industries, les travailleurs affluent des vallées alpines et d'Italie. En l'absence de logement, ils s'établissent de manière plus ou moins anarchique sur les collines du littoral, à proximité des usines. On a une véritable ville dans la ville, avec le tramway d'ailleurs, qui venait jusqu'à Montredon et qui permettait de relier cet ancien village finalement et de l'incorporer peu à peu à la ville, à l'image des 110 autres villages qui forment Marseille à l'heure actuelle. Ces cabanes de pêcheurs qui constituent un habitat plutôt sommaire à la base vont être améliorées pour accueillir ces ouvriers avec leurs familles. Donc on va avoir des constructions beaucoup plus solides, beaucoup plus imposantes parfois, mais qui restent quand même à échelle humaine. On n'a pas d'énormes maisons où on n'a pas de cité ouvrière comme ça peut être le cas dans le nord de la ville. Ici, on a vraiment des constructions qui sont très diverses, qui se mélangent, mais qui a ça de recréer une ambiance assez villageoise finalement dans ce quartier de Montredon, une ambiance qui est conservée aujourd'hui. Lorsque les industries ferment progressivement au cours du 19e siècle et du 20e siècle, les usines s'excentrent davantage au nord de la ville, laissant la nature reprendre ses droits dans les calanques. Après avoir été investis par les pêcheurs, puis les ouvriers, les cabanons deviennent un lieu de villégiature des classes populaires marseillaises qui viennent y passer leur week-end ou quelques semaines l'été. Se développe alors tout un art de vivre autour du cabanon, dont Callelongue, un des ports les plus au sud de la ville, se fait le digne héritier. Bonjour messieurs, bonjour Maurice, bonjour Boule. Ça va Jean-Michel, ça va Guy, ça va Pierrot? Là, alors là, Pierrot, prends la triplette. Hein. La pétanque, on y joue depuis qu'on est tout petit. D'ailleurs ici, dès que c'est les vacances, les enfants ont leur petit coin pour jouer de leur côté. On se fait des concours entre nous. Oui, bien. Ici, les habitants ont même investi les usines laissées à l'abandon. La famille de Sylvaine a été parmi les premières à s'y installer en 1904. Ils ont demandé et négocié pour avoir la possibilité d'occuper les murs de l'usine dans lequel, et vous allez le voir tous, ils ont construit chacun son cabanon, moyennant un loyer. Et ainsi, comme ça, la calanque s'est peuplée la plupart du temps de façon très populaire. On se connaît tous, on se rend service, et puis on se connaît tous d'autant plus qu'on est de génération en génération. Nous-mêmes, on en est à la 7, voire 8e génération. Déjà aussi, il y a eu des alliances. Des gens se sont connus ici, mariés ici. Mes propres parents se sont connus ici et mariés ici. Donc c'est tout un parfum d'enfance. Le cabanon, c'est toute notre vie. C'est un endroit où on y fait des blagues, on y fait des bouillabaisse, on y chante. On est souvent entre nous, entre hommes. On vient y jouer la partie de boule. On vient faire tout un tas de choses qu'on ne sait pas expliquer. Il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Si un jour vous avez l'occasion, venez. On vous y englobera au cabanon. Et vous savez,
eh bien, c'est pas sûr que vous retourniez ailleurs après. Tournant résolument le dos au luxe et au progrès, le cabanon, c'est l'Antibastide, ces grandes demeures réservées aux notables marseillais. Les classes populaires revendiquent elles aussi leur résidence secondaire, mais dans leur propre style, célébrée par les opérettes de Vincent Scotto, icône marseillaise de la chanson populaire des années 30. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de pont-feu. Un petit cabanon au bord de la mer sur des roches. Le cabanon, c'est quelques pièces, un maximum 2 en général. Peut-être une petite alcôve supplémentaire. En général, c'est meublé, des meubles récupérés dans la famille, dans le reste des amis. On dit comment? De briques et de broc. Puis après, il y a un extérieur, ça c'est important, si possible à l'ombre. Là, ici, il a été, on va dire, gagné sur l'environnement, sur la colline. D'autres ont une terrasse devant qui est ombragée aussi et qui sert à l'apéritif. Bon. Les valeurs de partage et de solidarité, si chères aux cabanonniers, sont toujours indispensables pour s'intégrer à Callelongue. Et l'apéritif reste un moment sacré, indétrônable depuis des générations. À votre santé, hein. Salute à tutti. Sur la corniche, le rituel s'est quelque peu modernisé. Cet art de vivre, certains le font perdurer toute l'année, en plein cœur de la ville. Le Vallon des Aufs est aujourd'hui l'un des lieux les plus courus de Marseille pour trinquer en fin de journée. Au fil des décennies, les maisonnettes multicolores du port de pêche sont devenues des biens très recherchés. Avec les prix des meubles qui augmentent, moins de Marseillais peuvent s'offrir ce genre d'habitat moderne et agréable au bord de l'eau. Il y a de plus en plus d'étrangers de Normands, de Bretagne, de Paris, de Suisse, d'Amérique, qui achètent des maisons ici pour les rénover et s'en servir comme maison de villégiature pour profiter du bord de l'eau et de Marseille. Nous, on a racheté, ma famille et moi, il y a 20 ans en fait. On a réuni 2 cabanons qui étaient délabrés pour en faire un lieu de vie où j'habite depuis 15 ans en fait. On a fait assez simple, hein. On a gardé les 4 murs qu'on a épaissis. On a creusé de ce côté-ci pour faire plus de volume. On a monté un peu la toiture et pour faire un grand lieu de vie, en fait, qui soit plus agréable, plus ouvert, en mettant en même temps la lumière qui rentrait. Comment dire, les rues sont étroites, en fait. On a besoin des fois de feutrer un peu les fenêtres pour ne pas avoir trop de vis-à-vis avec les voisins. Et on a mis la lumière par-dessus. Ce que les Marseillais continuent d'appeler les cabanons ne ressemble plus toujours aux modestes habitations improvisées d'antan, mais ils demeurent les garants d'une certaine manière de vivre marseillaise. C'est une île peuplée de vieilles dames aux robes boisées, colorées et aux chapeaux de tôle ondulée. Pas un village, une ville, un paysage qui ne soit scandé par ces silhouettes à l'apparente fragilité. Aux côtés des demeures coloniales d'inspiration européenne, les cases créoles sont l'un des ancrages de l'architecture guadeloupéenne. Cette case, c'est la fierté de la famille. Il y a des manguiers, de droite et à gauche, il y a des cocotiers, il y a un jardin qu'on peut planter, qu'on demande de plus. Moi, personnellement, j'appelle cette maison-là la maison de Dieu. Un patrimoine populaire qui se veut aussi vecteur d'affirmation identitaire. Car plus qu'une simple maison traditionnelle, la case créole renferme entre ses planches l'histoire d'une revanche. Celle d'un habitat né dans la douleur de l'esclavage, mais que le peuple guadeloupéen a su se réapproprier, faisant de ces frêles demoiselles une fenêtre vers l'espoir et la liberté. La case créole est d'abord le fruit d'un long métissage et de la rencontre des cultures africaines, européennes, mais également amérindiennes.
Sur la Basse-Terre, la commune de Capesterre-Belo renferme des vestiges de villages construits par les Amérindiens, les premiers habitants de l'île arrivés des 6000 avant Jésus-Christ. Nous nous retrouvons ici sur l'embouchure de la rivière Pérou, qui est très représentative des lieux d'implantation privilégiés des Amérindiens, qui sont des peuples navigateurs, donc qui arrivent avec leurs grands canoës par la mer et qui vont rechercher des rivières d'eau douce pour implanter leur village et plusieurs sites de roches gravées, qui sont des sites symboliques, des sites sacrés où on va réaliser plusieurs rituels. L'élément principal de ces villages est la grande place centrale où vont se dérouler la plupart des activités sociales, culturelles. Donc les maisons en elles-mêmes sont des maisons dites familiales. On emploie en créole le terme carbet. Donc c'est des maisons rondes, ouvertes, donc il n'y a pas à proprement parler de murs, qui sont constituées de poteaux de bois, donc un bois très noble qui est imputrescible. Donc une fois ce squelette de poteaux installé, on va faire un treillis de branchage qui va permettre de maintenir ces poteaux aussi entre eux. Et on va ensuite installer le toit, un grand toit de feuilles de palmier tressées. Une architecture dont vont en partie s'inspirer les futures populations africaines déportées dès le XVIIe siècle. Quand le système de la plantation esclavagiste va se mettre en place, dans les cases des esclaves, ils vont reprendre des techniques à la fois européennes, africaines, pour la construction elle-même, avec des petits piquets, parce que la construction de la maison amérindienne en elle-même, avec du beau bois noble, n'est pas accessible, évidemment, pas du tout aux esclaves par définition. En revanche, ils vont reprendre les techniques de couverture pour le toit. La case de l'esclave prend traditionnellement place au sein des habitations, notamment sucrières, à l'instar de la Mahaudière, située à Anse-Bertrand, dans le nord de la Grande Terre. Des plantations qui obéissent à des règles précises d'organisation de l'espace. De façon générale, la maison du maître se situe sur un monde. Ce qu'on appelle le monde, c'est, si vous voulez, l'élévation que l'on voit ici. Là, on va vers l'habitation principale. Et à l'ouest de cette maison du maître, vous avez le parc à bœufs, les parcs à animaux d'une façon générale, les chevaux, les ânes, etc. Et les esclaves, bien évidemment, parce que tout ce qui est moyen de production s'assemble sous le vent. Pourquoi? Parce que les alizés balayent les odeurs et les emmènent vers l'ouest. Alors, concernant les esclaves, ils étaient logés dans des cases faites en golettes, tout simplement produites à partir d'un arbuste. Il n'y a pas de plancher. Ce sont des maisonnettes qui n'ont pas de porte. Et puis, présentent ainsi une sorte de litière en feuilles de canne sur laquelle l'esclave, la femme, l'homme, l'enfant, etc., eh bien, ils passent le temps pour le repos. Pour les asservis, ces cases sont pourtant loin de constituer un refuge. Leur contrôle, il est total dès le départ. C'est un parc à esclaves. Les maisonnettes sont alignées selon une régularité qui permet le contrôle en ligne droite. Cela, à mon sens, représente d'abord un casernement. Vous attachez le captif africain, son esprit, son âme, à cette case, c'est-à-dire à cet endroit, à ce site où il apprend à être pour ne plus penser, ne plus se souvenir de l'Afrique, c'est-à-dire de son village, de ses habitudes, de ses mœurs, de ses coutumes. Donc, en fin de compte, la case à esclaves prend place dans la batterie des éléments, des choses, des phénomènes qui doivent construire un nouvel univers à l'esclave et le créoliser, c'est-à-dire le rendre
un nouvel habitant de l'espace concentrationnaire que constitue l'habitation. Les esclaves vont cependant progressivement planter les fondations de leur future émancipation. Vous avez les hommes libres qui vont très rapidement apparaître dans cette société à la fin du XVIIe siècle. Et ces hommes libres créent un nouvel espace entre la maison du maître et la casa esclave qui imprégnera évidemment l'espace servile et qui, au XIXe siècle, disons 2 siècles plus tard, construira la notion de case moderne, la notion de case actuelle. À partir de l'abolition de l'esclavage en 1848, la case change peu à peu de dimension aux yeux de la population. Bien que rudimentaire, elle devient le symbole de la construction de l'individu antillais et de la liberté retrouvée. C'est la naissance d'un habitat populaire qui va se disséminer à travers tout l'archipel, comme dans le village côtier de Déé, dans le nord-ouest de la Basse-Terre. Lorsque vous êtes au service, je dirais, d'un pouvoir, et lorsque ensuite, après, vous vivez de vos propres deniers sur un terrain, vous avez une autre appréhension de l'espace. Vous avez d'autres modes d'appropriation. Et la case, à mon avis, a commencé à évoluer à partir de là. La case a commencé à s'aménager. Et c'est vrai que quand on avait 2 pièces cases, on disait, en pièces cases, 2 pièces cases, ben, on se portait déjà mieux. Et au fur et à mesure, la case a évolué en carré comme ça, avec un système de chambres supplémentaires, dans un plan extrêmement simple, qui était symétrique et qui était fait suivant les principes de l'architecture marine. Hein. Et au fur et à mesure qu'on avait les moyens, la maison s'enrichissait de décors. Alors, on trouvait ces décors dans les fanfreluches, dans aussi la hauteur de la maison, dans les matériaux. Du chaume, on est passé à la tôle ondulée. Et ces évolutions, on peut les lire, surtout dans le bourg de Déé, on peut les lire parce que le bourg de Déé est un des rares qui véhicule un savant mélange entre ruralité et urbanité. Située en entrée de bourg, la maison d'Albert Affoy en est un parfait exemple. Cette maison-là, c'était à mon aïeul qui a donné à mon grand-père. Mon grand-père a donné à mon père et il me l'a donné. Avant, il n'y avait pas la télé. On était à peu près 25 assises sur les marches et mon grand-père nous disait les histoires qui s'est passées. C'est une souvenir qu'on n'oublie pas. En fait, cette maison mérite d'être classée. On voit tout de suite qu'elle est dans son jus et qu'elle vit, en fait. Elle n'est pas à l'abandon, elle vit et puis elle a été peinte, elle a été refaite, mais le propriétaire a su préserver les éléments fondamentaux même de sa typologie. Donc, du coup, ça lui donne beaucoup de force et beaucoup de beauté. La case créole va bientôt devenir un exemple d'adaptation et de mobilité. Au XXe siècle, les ouvriers agricoles doivent se déplacer au gré des propositions de travail. Très souvent, la terre n'appartenait pas à ces gens qui l'habitaient. Donc forcément, il fallait pouvoir déplacer rapidement sa maison. Donc elle n'était jamais ancrée au sol, pour la plupart. Mais les maisons étaient sur des roches galettes, suffisamment plates, et on la déposait dessus. Ça permettait de la transporter. Mais ce mode de vie se voit menacé. Dans l'immédiate après-guerre, la Guadeloupe quitte son statut de colonie et devient un département. À partir des années 60, les nouvelles politiques d'urbanisme imposées de l'Hexagone remettent en cause cet habitat traditionnel, perçu comme inapte à résister aux cyclones qui s'abattent régulièrement sur l'archipel. La case a été balayée. Elle a été balayée parce que on s'est servi des cyclones, on s'est servi de l'assainissement, on s'est servi de la pauvreté pour dire maintenant, vous êtes devenu département, vous avez droit aux mêmes choses que les hexagonaux, donc on va faire du logement. Et on faisait du logement de masse, ces logements que nous sommes en train de détruire aujourd'hui. Et dans ces logements, on a mis des gens qui étaient dans des cases. Et là, il y a eu un véritable traumatisme. Et suite à ce traumatisme, il y a une prise de conscience identitaire. Et vu l'histoire de ce pays, c'est vital pour nous d'avoir un référent en architecture. Et la case devenait symboliquement vraiment l'objet même de la résistance, je dirais de la résilience.
Un patrimoine qui a cependant tendance à être délaissé par les nouvelles générations en quête d'habitats plus modernes et moins modestes. À Pointe-à-Pitre, une association de bénévoles, Pli Belle la Rie, Plus belle la rue en créole, s'est donné pour mission de redonner vie aux cases en déshérence ou défraîchies. C'est l'âme de Pointe-à-Pitre, ça fait des générations que les gens habitent ici. Il y avait des couleurs magnifiques il y a quelques années, aujourd'hui elles se sont passées. Et nous, en tant qu'association, aujourd'hui, on a dit effectivement c'est important de remettre le pied à l'étrier, de dire aux gens, écoutez, vous avez quelque chose de magnifique entre les mains, ne le gâchez pas surtout. Un travail de restauration dont a pu bénéficier la maison de Max, une habitante du centre historique. Donc c'est une maison qui a à peu près 100 ans et les générations se suivent, voilà, les unes après les autres. C'est un art de vivre qui n'a rien à voir avec les appartements qu'on nous impose. L'architecture des maisons joue sur notre comportement. La maison créole, c'est une maison qui est ouverte au soleil, ouverte au vent. Donc ça laisse passer la fraîcheur, on n'a pas besoin de climatisation. Donc elle a tous ces éléments qui font qu'on est en harmonie avec la nature. Je dis toujours, elle est bioclimatique. On dépense des milliards pour pouvoir réinventer ce qui est bioclimatique, mais en fait, on l'avait déjà. Et puis, c'est une architecture qui est belle. Elle n'est pas simplement, je veux dire, pratique. Elle est très belle. J'adore ma maison créole.